Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Week-end. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, Port-au-Prince se prépare à accueillir les 18 et 19 février le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Au menu, notamment le renforcement de la lutte contre la criminalité et l'insécurité et la crise économique dans la région. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre les commissions Affaires étrangères et Économie et Finances de la Chambre basse et les ministres des Haïtiens vivant à l'étranger et du commerce dans le cadre du sommet de la CARICOM. Il était question des avantages qu'Haïti pourrait bénéficier grâce à son appartenance au marché commun de la Caraïbe. Le nouveau chef de la mission onusienne en Haïti exprime les préoccupations de la communauté internationale concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le pays. Le peuple haïtien doit pouvoir jouir d'un système judiciaire où tous sont égaux devant la loi, a indiqué Nigel Fisher. À l'étranger, la publication des premières photos d'Hugo Chavez depuis sa 4e opération du cancer rassure ses partisans. L'opposition continue cependant d'accuser le gouvernement vénézuélien de mentir sur l'état de santé d'un président qu'elle juge incapable d'assumer ses fonctions. Chavez est hospitalisé depuis décembre à La Havane. Les Libyens célèbrent à Benghazi sur fond de contestation le 2e anniversaire du début de la révolte qui a abouti à la chute du colonel Kadhafi. Les habitants de la 2e ville du pays réclament plus de considération de la part de Tripoli. De l'actualité sportive, week-end de All-Star Game en NBA, l'Est va tenter de laver l'affront subi à domicile l'an dernier en baissant pavillon devant la conférence Ouest 149 à 152. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. La chute d'eau se jette dans 4 bassins très profonds d'un bleu éclatant. Une superbe cascade. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. C'est ce lundi 18 février prochain que s'ouvrira à Port-au-Prince le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la Caraïbe CARICOM. La ministre de la Communication, Régine Godefroy, informe que 11 chefs d'État sur 15 ont confirmé leur participation à ce sommet qui prendra fin mardi. Les autres devraient se faire représenter par des officiels de haut rang de leur gouvernement. Régine Godefroy a aussi indiqué que la presse ne sera pas en mesure de couvrir l'intégralité du sommet. Pour la première journée, seule la cérémonie d'ouverture sera ouverte à la presse nationale et internationale, a-t-elle dit, ajoutant qu'un centre de presse sera mis sur pied pour tenir la population informée en temps et lieu. Il y a environ 10 chefs d'État qui confirmés et sur 15, et gagné 4 et là-dedans le reste qui pas venu mais qui a voyé monde qui vient tout juste après ministre chancelier et puis bon il y a des autres monde qui a voyé des autres représentants il y a l'autre monde qui a voyé l'autre représentant et raison qui fait que chef d'état ça pas venir c'est des cas bien particuliers côté que par exemple il y a des côtés c'est élection qu'a fait ou bien que donc des bagages vraiment et qui de haute importance pour le pays pas qui fait que pas participer mais son événement qui est tellement grandiose en général que quel que soit le pays côté que le fait tout chef d'état est assuré pour toujours là. Il prend un centre de presse cap légèrement écarté de côté conférence en fait pour que tout dispositif technique que nous gagnons pour nous déployer que dispositif là est préparé
de manière adéquate pour que soient capables de feed nous informations au fur et à mesure que bain a passé. Couverture presse non est capable de faire et à des périodes, à des moments bien spécifiques. Et ceci, c'est pas parce que nous pas voulons couvrir tout événement, c'est parce que son événement international qui gagne des critères, des principes internationaux qui établis et que, par exemple, le secrétariat CARICOM dans lui-même, que ce sont des bagages établis qui fait dans tout pays et c'est comme ça que le toujours fait. Arrivé, tout chef d'État, dans le Caribé, c'est à 8h, il prévoit pour 8h30. Donc, tout de suite après, nous gagnons une sorte de présentation culturelle et avec cérémonie d'ouverture là, et tout ça, ça pourra le médiatiser et jusqu'à au moins 9h30 avec des séances de photos. Maintenant, ensuite, c'est pour des séances que la presse pas autorisée couvrir. Que ce soit la presse internationale ou la presse locale. C'est comme ça que le toujours fait. Et donc, ces cérémonies d'ouverture non seulement que nous sommes capables de couvrir lundi. Entre autres points qui seront abordés à ce sommet, le renforcement de la lutte contre la criminalité et l'insécurité et la crise économique dans la région, selon le directeur général du ministère des Affaires étrangères. Les chefs d'État seront logés à l'hôtel Oasis à Pétionville, alors que d'autres participants seront hébergés à l'hôtel Caribé, siège de ce sommet de 2 jours, qui est une occasion pour le gouvernement de projeter une image positive d'Haïti sur la scène internationale, indique le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Azad Belfort. Et chef d'État et du gouvernement qui a venu, qui a commencé à venir dès demain samedi, il a logé dans Oasis Hotel. À bon parti dans la délégation technique, qui a logé dans Oasis Hotel avec le Caribé Hotel Convention tout. Mais siège événement, c'est dans le Caribé Convention et que l'a fait. Le gouvernement prend une disposition pour réussir et sommet, tout particulièrement sur le plan médiatique. Les gens ministre l'ont fait là pour rien. Parce que le sommet, ça, c'est le sommet gouvernement, mais ce n'est pas sommet carré comme seulement. C'est pas un sommet que le gouvernement a organisé seulement, c'est le sommet de toute Haïti. Et si depuis le sommet, ça a bien passé en termes d'image, les gens nous-mêmes n'avons pas le fait, non? Même si nous avons travaillé dans le secteur privé média, mais on va contribuer tout dans la qualité image et le monde du jour. Dans des questions qu'il y a à aborder, on va dire tout pour ces questions du processus de réforme et de la CARICOM. Et dans des questions, c'est le renforcement et de questions de lutte contre le crime avec insécurité dans la région et dans la région Caraïbes. Il y a bien parlé de crise économique dans la région Caraïbes. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre les commissions Affaires étrangères et Économie et Finances de la Chambre basse et les ministres des Haïtiens vivant à l'étranger et du commerce dans le cadre du 24e sommet de la CARICOM à Port-au-Prince. Il était question des avantages que le pays pourrait bénéficier grâce à son appartenance au marché commun de la Caraïbe. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, a reconnu que la situation des compatriotes qui vivent dans différents pays de la région est pour le moins compliquée, mais elle affirme que le gouvernement travaille avec ses homologues de la région en vue d'assurer une meilleure intégration des Haïtiens expatriés dans les pays de la Caraïbe.
Le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Nigel Fisher, a attiré l'attention des autorités haïtiennes sur la nécessité de créer des conditions pour permettre aux citoyens de vivre dans un pays où ils sont tous réellement égaux devant la loi. C'est l'une des conditions devant permettre à Haïti d'attirer les investissements étrangers, dit Nigel Fisher, qui estime que la plupart des pays amis d'Haïti et des investisseurs potentiels soutiennent que le pays n'est pas encore ouvert aux investissements. Les processus d'offres et d'attribution de marché ne sont pas assez justes pour garantir une saine compétition, a-t-il indiqué. Il y a un an, nous célébrions des succès, comme la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la publication des amendements constitutionnels et une amélioration de la sécurité, notamment en termes de violence, d'homicide et de cas de kidnapping. Mais aujourd'hui, l'impression générale qui prédomine au sein des membres du Conseil de sécurité et des amis d'Haïti, c'est celle d'une impasse. Il y a bien sûr eu des progrès, mais ils ont été beaucoup plus lents que ceux auxquels nous attendions au début de 2012. Les investissements n'ont pas atteint le niveau espéré. La croissance du PIB n'a été que de 2,5% l'année dernière, bien loin des 8% prévus en début de l'année. Pourquoi? Oui, on peut blâmer les partenaires extérieurs pour leur lenteur à débourser l'assistance promise. Mais le problème est bien plus large. Lorsque les amis d'Haïti et les investisseurs potentiels se demandent si Haïti est ouverte aux affaires, si Haïti est open for business, certains répondent oui, mais la majorité, après un temps de réflexion, disent pas encore. Pourquoi cela? Eh bien, d'abord à cause des processus d'offres, de contrats et d'attribution des marchés. Peu d'acteurs les considèrent suffisamment justes et transparents pour garantir une compétition saine. Le président Martelly a identifié ces questions comme des problèmes nécessitant des réformes pour garantir la protection des investissements, tout comme les douanes et les impôts, ainsi que les conditions de création d'entreprises. Mais ces réformes sont toujours en cours. D'autres amis d'Haïti ont exprimé leurs préoccupations concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est primordial que la justice puisse faire son travail de manière indépendante et que les garanties de procédure soient respectées. Le peuple haïtien doit pouvoir jouir d'un système judiciaire où tous sont égaux devant la loi. Autre point de l'actualité, le coordonnateur de la CONASOVIC, Rosemont Jean, a été entendu jeudi dernier au cabinet d'instruction par le juge Jean-Sonnel-François dans le cadre des poursuites engagées contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide pour abus de confiance, vol, association de malfaiteurs et escroquerie. Rosemont Jean accuse Jean-Bertrand Aristide d'être à l'origine de la faillite des coopératives. Le coordonnateur de la CONASOVIC est à nouveau convoqué le vendredi 22 février prochain. Nous avons déposé une plainte dans le parquet. Côté nous-mêmes, société victime coopérative, nous faisons nos parties civiles. Nous demandons à ce que la justice haïtienne ou bien le parquet mette action publique en mouvement contre Mounsayo, tant que David Chéry, Pierre-Wilfried Bouka, Kadek, Gilio Eliver, le compagnon Maniel Oyol, Henri Opetiot, ancien directeur Conseil national coopératif, Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la République, c'est deux personnes qui participaient dans le vol, dans le crime coopérative là, puisque la justice, à travers le code pénal haïtien, il dit lorsque au Québec ou suspect au monde participer dans des associations malfaiteurs, dans des bagailles criminels, que côté pour voter plainte, et bien porter plainte, c'est dans l'objectif ça, le cabinet d'instruction t'a invité nous pour que nous venions
pour t'étendre nous, pour être capable d'auditionner nous. Ça qui sortit en gros, c'est que le juge là pour nous, la fait travailler, qu'on est cabinet d'instruction, yo secret, m'ba dit, m'ba autorisé dit, ça que tape dit, à ça que tape. Celle ça me garantit. Petit détail là, c'est que moi-même, me garantis, et la presse haïtienne, nous garantit population que y a une justice qui rend, a une réparation pour victimes coopératives. Deuxièmement, ça qui est important, c'est de communiquer à la justice tout document palpable, tout document qui est capable de montrer que l'ancien président ici a pratique déjà dans sa relais détournement d'argent. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois, nous avons des documents côté nous montrer côté de 2001 à 2004, l'ancien président ici détourné dans la caisse de l'État près de 800 millions de dollars américains, documents dans nous. Nous montrons côté président ici, voyez sous compte Irakos Ben qui est avocat, près de 28 millions de dollars américains, au détruisement de la population. Ça veut dire, nous montrons tout, que toi qui te con recevoir l'argent coopérative, banque centrale te fait saisir sur eux, à nos jours, nous voyons qu'on compte l'argent fait. Face à face, la venir. Le président qui est pour paraître, la venir. Et nous là, nous-mêmes, le vendredi 22 février, nous pour nous comparer encore devant le juge d'instruction. Et puis, victime, ça veut dire, pour moi j'ai confiance à la justice. Avec un pile certitude, au dit président Jean-Bertrand Aristide, il a venu pour face à face, son garantie, juge d'instruction, baou? Le juge d'instruction n'a pas pour nous garantir. La justice doit nous garantir que nous avons une république qui est la République d'Haïti, nous pas une république qui est les Jean-Bertrand Aristide. Personne ne pas au-dessus de la loi. Que vous mettez ban dans la rue, vous mettez chimé pour faire bruit, c'est blague. Ou pas venir en Haïti ou pour aller de l'autre côté. Si nous pas une solution en Haïti, nous traverser l'autre l'eau. Tout à fait autre chose. Le prince Albert II de Monaco a procédé vendredi à Port-au-Prince à l'inauguration d'une école qui porte son nom. Construite dans les locaux du centre Jesquio au bicentenaire, l'école Prince Albert II de Monaco dispose de 10 salles de classe, d'une bibliothèque et d'une cantine self-service. D'une superficie de 1200 mètres carrés, l'école, qui compte actuellement 160 enfants, peut accueillir environ 400 élèves, selon le directeur des centres Jesquio, le docteur Jean William, qui plaide pour la scolarisation de tous les enfants du pays, les plus démunis en particulier. Pour sa part, le père Brière-Aupont, directeur du bureau diocésain de l'éducation, chargé de la gestion de l'école Prince Albert II de Monaco, attire l'attention des autorités sur la nécessité d'implanter d'autres établissements scolaires dans la zone afin de répondre à la demande du milieu. Tour à tour, Dr William Pape et le père Brière-Aupont au micro de Jonas Doriska et Claudie Adam. Cette école peut accueillir jusqu'à 400 étudiants en 2 vacations par rotation, matin et après-midi. Elle comprend 10 salles de classe, une bibliothèque, un vestiaire, une salle d'information, une cafétéria et 6 toilettes de 6 cabinets chacune. En outre, un repas équilibré est fourni quotidiennement à tous les élèves de l'école grâce au support du Programme alimentaire mondial PAM afin de faciliter leur développement cognitif et leur fonctionnement quotidien. Ils bénéficient également d'examens cliniques complets et ont accès à des services dentaires, ophtalmologiques et nutritionnels qui sont offerts sur le même campus. Des terrains de basketball et de volleyball sont également aménagés pour les activités sportives des élèves sous la supervision de moniteurs engagés à cet effet. Un terrain de football sera bientôt disponible. Le développement d'Haïti passe obligatoirement par celui des populations des bidonvilles dont la scolarisation est le fer de lance. L'école Prince Albert II de Monaco est un des instruments de ce développement. De la principauté de Monaco par-delà l'Atlantique, l'école Prince Albert II de Monaco de Port-au-Prince est une lueur d'espoir pour des milliers de petits Haïtiens démunis qui ne connaîtront peut-être jamais Monaco, mais se souviendront toujours que c'est grâce à la générosité de son Altesse, le Prince Albert II de Monaco, et des Monégasques qu'ils peuvent aujourd'hui rêver d'un avenir meilleur. L'Église, de notre part, au moyen du BDE, Bureau diocésain d'éducation, promet d'accompagner ces enfants dans l'intégralité de leur formation et compte aussi sur l'appui sans faille de l'État, plus particulièrement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, afin de pouvoir atteindre cet objectif, tout en respectant la vocation de l'école Prince Albert II et aussi la volonté des donateurs.
Nous demeurons attachés à une formation de qualité pour ces enfants. Cette seule école dans ce milieu si populaire ne pourra jamais répondre adéquatement aux besoins du nombre d'enfants non encore scolarisés. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il revient aussi et surtout à l'État d'endosser ses urgentes responsabilités. Le ministre de l'Éducation nationale salue la contribution du prince Albert II de Monaco qui a rendu possible la construction au bicentenaire de l'école qui porte son nom. Vanner Pierre assure que les dispositions seront prises pour assurer l'entretien du bâtiment et permettre à l'école fondamentale Prince Albert II de contribuer et de continuer à fonctionner dans les conditions optimum de travail pour les enseignants et d'apprentissage pour les écoliers. Local là, il fait une fête, mais entretien local là. Je discuter avec tout les staff là pour voir dans quelle mesure nous mettons plan d'entretien dans local là pour que après 2 ans, après 3 ans, le local va tomber en décrépitude, l'écraser, bon écraser, etc. Nous allons assurer nous vraiment que nous avons tout encadrement qui gagne pour que l'école là fonctionne et que l'irrité gagne beauté. Parce que lorsque vous avez des partenaires qui viennent accompagner dans le processus de développement pays en reconstruction, ils feront don. Et puis après 2-3 ans, on regarde où est bon, c'est du gaspillage. Donc il faut que nous assurions nous-mêmes que on maintient vraiment efficace qui fait de local là et que si nous continuons à apprendre dans un environnement qui est approprié. Parce que moi je dis nous, un bâtiment scolaire lié tout à ça gain comme personnalité. Parce que si nous dans le vin là, dans un bâtiment scolaire qui est très belle, etc., bien apprendre, il senti un sentiment de fierté qui dégage. C'est pas même bagarre avec Sylvine là, la crasé, il y a l'école qui est en battante. Donc je dis il faut faire effort pour nous dans qui mesure qu'à améliorer ça, remplacer parce que c'est pas des conditions appropriées de travail pour enseignants et d'apprentissage pour élèves. Préoccupation du gouvernement, c'est garantir un accès à l'éducation à tout le monde, quel que soit côté lié. Et pour nous faire nous pas l'autre option que construire en masse. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est à peine 20% par clan qui est pour l'État. Sinon, l'offre, globalement, non publique, c'est l'école privée. Donc, nous travaillons aujourd'hui et année ça, nous déclarons l'année de la construction scolaire. C'est que tout le monde n'a pas besoin de faire des kilomètres pour venir à l'école, mais n'a poté et service dans le Bien entendu, ça prend temps. Parce que nous connaissons, ce n'est pas facile du tout. Mais nous avons mobilisé tous les partenaires pour nous dans qui mesure, avec effort l'État à faire pour que nous construisons massivement des écoles qui sont capables d'accueillir les gens dans de meilleures conditions.